Bonjour, c'est Nariman de Gaza. Je vous parle de nouveau. Cette fois-ci, j'ai pris des photos de Gaza. Gaza l'espoir, Gaza la vie, Gaza qui insiste à vivre malgré toutes les difficultés qu'on vit et qu'on subit ici à Gaza. Ces images, j'ai pris il y a 2 semaines pour des maisons détruites à Gaza, pour des maisons des civils, je répète, des civils à Gaza. Ces photos montrent pour moi comment cette armée barbare ne se contente pas par les massacres et les carnages qu'il fait contre les gens de Gaza, mais aussi il cherche de priver les Gazaouis même de souvenirs. Des souvenirs, vous comprenez, des souvenirs. On ne les a pas dit que des maisons pour nous, comme Gazaouis, ne sont pas juste des pierres, sont des souvenirs, sont une histoire d'un être humain qui a vécu toute sa vie dans la maison. Elle a grandi, elle a pleuré, elle a ri. C'est une histoire d'une femme qui a donné la naissance et la vie de ses enfants. C'est l'histoire d'une fille qui a célébré la fête de sa fiançaille. C'est l'histoire d'un homme qui a célébré, qui a fêté les anniversaires de ses enfants. C'est le souvenir d'un jeune qui invite ses amis pour goûter la cuisine de sa maman. C'est l'histoire d'un petit enfant, d'un petit innocent qui joue, qui fait des bêtises, qui a été puni et récompensé dans cette maison. Ils veulent, eux, effacer tout ça. Ils veulent violer les souvenirs. Ils vont nous priver de nos histoires personnelles et privées. C'est injuste. C'est vraiment injuste. Quelle est la faute de toutes ces familles, de tous ces gens pour vivre ces moments de tristesse et de douleur, pour voir les maisons détruites devant elles? Pourquoi voir une maison seulement de ruines? Alors, sur cette photo, c'est le bombardement d'une usine juste à côté de chez moi. Et elle a été bombardée par les avions. Elle s'appelle H-16. Alors, quand vous voyez qu'on est palestinien, maintenant on est expert des lexiques, malheureusement, de guerre et des lexiques militaires qu'on connaît pas avant, parce que nous, on est un peuple qui cherche la paix, qui cherche pas la guerre. On connaît jamais H-16, les avions d'H-16 et les chars et tout ça. On ne connaît pas avant toute la barbare israélienne. En tout cas, c'est une usine qui a été bombardée et bien sûr, la voix de l'explosion était énorme, très très forte. Et j'avais peur sur mon fils. Normalement, il ne va pas se rendre compte de ce qui se passe autour de lui parce qu'il est encore très jeune pour tout ça. Mais à cause de cette explosion, il avait très peur. Et moi, je l'ai embrassé comme ça. Et je suis allée au balcon pour voir c'est où, parce que j'ai l'impression que c'est très très proche de chez moi. Et on a vu, quand vous voyez la fumée noire dans le ciel de Gaza. Et ça dure à peu près 4 heures pour que cette brûlure soit éteinte. Et là, je veux dire que les Israéliens et l'armée israélienne, ils ont une politique très organisée qu'ils veulent que aussi l'économie très simple des Palestiniens
une cible aussi pour les avions et l'armée israélienne. Il ne faut pas que les Palestiniens et les gens de Gaza soient indépendants. Avoir leur propre fruit, avoir leur propre usine. Plusieurs usines ont été bombardées dans cette guerre. À Deir el-Balah, au nord, au centre de la bande de Gaza, dans la ville de Gaza, plusieurs usines. Quand il y a une grande fumée dans le ciel, on dit que c'est une usine. On sait bien que c'est une usine parce que, comme vous savez, dans l'usine, il y a un entre autres, où on met beaucoup de matériaux et tout ça. Alors, la brûlure est bien sûr énorme et la fumée est énorme. Et sans oublier, par exemple, qu'autour de l'usine, il y a des maisons de civils et peut-être quelqu'un qui peut marcher juste à côté de ça. Alors, c'est ça la politique israélienne, qui même, ils veulent qu'on reste dépendante. Les Israéliens, l'armée israélienne, ils savent bien, elle connaît bien que les mosquées est un lieu sacré pour les Gazaouis et pour les Palestiniens. Et je ne sais pas pourquoi toute cette haine pour bombarder et détruire une mosquée. Mais pourquoi? Une mosquée, c'est un lieu sacré pour les musulmans, pour les Palestiniens. Pourquoi les détruire? C'était en fait très proche de chez moi, cette mosquée. Et vous ne pouvez pas imaginer la voix de l'explosion et le bombardement était très forte. Même, j'avais mon fils, je l'embrasse comme ça dans mes bras. Et j'ai pensé que c'est notre propre maison qui a été bombardée parce que c'était très très fort ce bombardement. Et le lendemain, les Gazaouis ont fait la prière sur les ruines de cette mosquée pour dire à l'occupation israélienne injuste et barbare que voilà, on n'a pas cédé et on va faire la prière, on va continuer notre vie malgré toutes les mesures que vous faites. On va continuer et ça va pas nous affaiblir tout ce que vous faites. Cet espoir, on va le garder jusqu'à la dernière minute. Vous voyez surtout les familles déplacées dans les centres de Noroa. Ils ont été obligés de quitter leur maison sous les menaces de l'armée israélienne qu'il faut évacuer les zones. Alors, ils n'ont pas d'autre choix. Et au temps de trêve, quand toutes ces familles sont revenues pour voir les maisons, une grande partie ont trouvé leurs maisons détruites par terre, d'autres ont senti l'odeur de la mort et des corps décomposés de leurs voisins, de leurs amis, de leurs proches. Vous imaginez quelle est la difficulté de vivre dans une école. Vous voyez dans les photos comment ces familles se débrouillent pour s'organiser, comment elles utilisent les tissus pour diviser, pour faire des barrières entre famille et autres. Sans oublier bien sûr les difficultés et les choses personnelles, par exemple les besoins personnels, la difficulté d'aller aux toilettes, les bébés qui ont besoin d'un soin particulier, les âgés qui dorment par terre, tout ça, c'est injuste.
Alors, les gens qui connaissent pas le Norwa, c'est une organisation qui s'occupe des réfugiés de la bande de Gaza, en Palestine. Et, et comme vous voyez dans les photos, ces gens ont pris comme abri les écoles de Norwa. Mais malheureusement, bien sûr, vous êtes peut-être au courant qu'il y a trois écoles de le Norwa qui ont été bombardées par F-16. Par F-16, une école pour une organisation attachée aux Nations Unies, une école pleine de civils. Leur faute seulement qui ont pris comme abri une école où ils ont dit que peut-être l'armée elle va pas oser à bombarder cette lieu-là. Mais malheureusement, cette armée ne fait pas la différence. Vous pouvez imaginer tout ça, c'est insupportable. Personne ne peut se pire à cette catastrophe, à cette souffrance. Personne. Mais malgré ça, on va survivre. On va continuer. Ils vont détruire les maisons, on va les reconstruire. À nouveau, on ne va pas céder. Nous gardons la tête haute et la Palestine vivra. Et comme vous voyez aussi dans les photos, vous voyez les gens et les familles souriantes. C'est pas parce que tout va bien chez nous et on n'a pas de peine, on n'a pas de douleur, mais parce qu'on insiste, parce que c'est ça la particularité des Palestiniens, qu'ils insistent à vivre malgré tout, qui ont toujours l'espoir. Et comme Mahmoud Darwish, le poète palestinien, il dit que les Palestiniens, poètes de Palestine, ils sont atteints d'une maladie incurable. C'est l'espoir. L'espoir qu'ils voient, comme j'ai dit la dernière fois, et ils voient la couleur rouge dans la rose et pas dans le sang. C'est ça la particularité des Gazaouis, des Palestiniens et des Gazaouis, qu'ils insistent à vivre. Cette volonté, c'est incroyable. Il aime la vie. Il aime vivre en paix, en sécurité. Nariman, il y a une question qui me semble importante. Oui. Vous savez, l'armée israélienne répond que s'ils ont bombardé des écoles ou des lieux même liés attachés à l'ONU, c'est parce que le Hamas utilise la population palestinienne comme bouclier humain et cache leurs armes dans des écoles et ce genre d'endroits. Et que c'est pour ça qu'ils ont été bombardés. Qu'est-ce que vous auriez à répondre à ça? C'est pas juste ça. C'est pas juste. Et l'armée israélienne, il dit ça pour justifier tout ça. Je sais bien que les Israéliens utilisent l'argument que les gens de Hamas utilisent des écoles pour cacher les missiles, les roquettes et tout ça, pour justifier leurs actions violentes, très violentes et barbares contre les enfants et les civils qui se trouvent dans les écoles. Mais pour moi, c'est pas juste du tout. Parce que s'ils vont trouver une justification pour les hommes des écoles, ils vont trouver d'autres justifications pour les gens qui ont été tués et bombardés par le F-16 dans les rues. Le preuve qu'on a trouvé qu'il y a six enfants qui ont été tués et bombardés par le F-16 le jour de la fête après Ramadan sur des jeux. Et ils ont été en train de jouer dans la rue. Les enfants qui jouent sur la place de Gaza, ils sont tués. Pourquoi? Parce qu'ils sont à côté d'eux. Il y a des roquettes et des missiles de Hamas? Pas du tout.
Ils sont des justifications seulement pour dire au monde entier qu'on a le droit de se défendre. Mais de tuer un civil, un innocent, un enfant, c'est pas une justification. C'est pas du tout une justification. Oui. Nariman, comment vous voyez le futur pour vous? C'est ça le problème. Qu'ici à Gaza, on ne peut pas parler de futur. On ne voit jamais des perspectives. On ne voit pas des choses claires. On vit justement l'inconnu. Parce qu'on ne sait pas, par exemple, ces jours-là, on attend une trêve. On ne sait pas si la guerre va être reprendre ou s'il y aura une trêve. En les deux situations, on a des problèmes. S'il y a une guerre, ça veut dire qu'il y a des martyrs, des blessés, du sang, des déplacés. Et s'il y a une trêve, on a beaucoup d'autres problèmes aussi. On aura des gens qui sont toujours dans les écoles de le Nord-Ouest. Est-ce que les élèves vont commencer leurs années scolaires comme d'habitude? On va reporter tout ça. L'électricité qu'on ne voit pas. L'eau, bien sûr, avec la manque d'électricité, on a toujours des problèmes concernant l'eau. Alors tout ça, il n'y a pas de perspective ici à Gaza. Et c'est ça notre problème comme jeunes. Comme jeunes, on ne peut pas, par exemple, n'importe quel jeune dans le monde, il rêve demain qu'est-ce qu'il va faire, et il va partir, il va voyager avec ses amis, et il va partir, il va voyager, il va être ouvert sur le monde. Mais non, on pense des gens qui meurent, on pense de reconstruire Gaza qui est détruite, on pense à beaucoup d'autres choses qui sont banales peut-être pour les autres, mais elles sont des choses très essentielles pour nous comme Palestiniens. Alors peut-être vous, comme à l'étranger, vous comprenez pas l'idée d'être en présence dans votre propre pays. Ça veut dire nous, comme Gazaouis, on ne peut pas, par exemple, voyager en Cisjordanie, on ne peut pas faire notre prière à Jérusalem. Et c'est ça, c'est pas acceptable pour n'importe quelle personne, pour n'importe quel être dans le monde entier, d'être obligé de rester dans son pays sans autre choix. On est interdit de partir de Gaza. Le passage de Rafah est fermé. On ne peut pas voyager ni à Jérusalem ni en Cisjordanie. Moi-même, j'ai des proches, des oncles et des tantes en Cisjordanie, je ne les connais pas. Vous comprenez, ça veut dire quoi quand je l'appelle au téléphone seulement pour dire comment ça, mais je ne connais pas leur visage moi-même. Et j'ai envie, par exemple, les journalistes qui viennent, je leur dis que je vous ai envie, que vous pouvez partir de votre pays à Jérusalem, venir à Gaza. Non, Gazaouis et Palestiniens, on n'a pas ce droit-là. Et ça, c'est l'injustice. C'est ça l'injustice. C'est ça ce qu'on appelle l'injustice. Personne ne peut accepter ça. Et tout ça à cause de l'occupation israélienne qui nous prive de notre privé, de le moindre de notre droit. C'est le droit essentiel et les besoins primaires pour chaque peuple de le monde entier. Pourquoi nous, comme Palestiniens, on est privés de tout ça? Pourquoi? Et l'humanité, il voit tout ça et il regarde en silence complice et personne ne peut parler. Là, bien sûr, un grand merci pour tous les solidaires dans tous les pays du monde qui sont toujours avec les Palestiniens et la cause palestinienne noble. Et bien sûr, on apprécie ça. Et je répète toujours que c'est notre devoir d'apprécier et de dire merci beaucoup à tous les solidaires qui comprennent notre solidarité et qui comprennent qu'on vit une situation très très difficile et qui sont
Je comprends aussi qu'ils nous disent, par exemple, qu'ils sont capables de faire n'importe quoi pour les gens palestiniens parce que c'est les États et les gouvernements qui peuvent bouger, qu'ils peuvent faire une chose pour les Palestiniens. On demande, comme je dis toujours, on ne demande pas beaucoup de choses. On demande la justice, seulement la justice pour que ce peuple vive à la fin, de vivre en paix et en sécurité. Et moi, comme maman, chaque jour, ma peur augmente sur mon enfant, sur mon fils. J'ai toujours peur qu'est-ce qu'il va faire demain? Il y a toujours des surprises à Gaza. Est-ce que dans 2 ans ou 1 an, il y aura une autre guerre? Qui va garantir qu'il y aura pas une autre offensive contre les Gazaouis et contre la bande de Gaza, contre toute la Palestine? Qui va garantir tout ça? Qui va garantir qu'il y a un avenir meilleur pour les Palestiniens, pour ces enfants, pour ces jeunes qui souffrent et qui ne voient que de ruines et d'injustice? Je sais pas. Alors, peut-être le problème d'électricité, c'est un problème pas évident pour la plupart parmi vous, parce que vous ne pouvez même pas imaginer, mais c'est un grand problème à Gaza. Ouais, c'est la coupure d'électricité. Et pour moi, personnellement, c'est un problème très, très grave. En tant que mère, s'il y a un enfant, s'il y a des besoins, s'il y a des choses urgentes à faire. Et je ne sais pas comment ce monde dit juste et qui cherche la démocratie et la paix et tout ça, c'est honte à l'humanité de laisser un peuple s'ouvre à ce point-là. C'est un honte, à mon avis. Parce que là, c'est l'injustice de chercher l'électricité le moindre de choses pour vivre, une chose très essentielle pour vivre. Ça, c'est injuste, ça. Bien sûr, les hôpitaux, par exemple, il y a beaucoup d'appareils qui peuvent sauver la vie des maladies, mais elles sont, par exemple, quand il n'y a pas d'électricité, bien sûr, dans les hôpitaux, les générateurs, des grands générateurs, mais quand même, comme on sait qu'il y a toujours une pénurie et un manque de carburant. Alors, il y a toujours des problèmes qui sont attachés à l'électricité. Maintenant, nous avons l'électricité seulement 3 jours. Et des fois, nous avons l'électricité à 1 heure du matin, quand on est endormi. Alors, on rien profite de ces 3 heures. Par jour, nous avons l'électricité seulement 3 heures. Alors, dans les 3 heures, vous ne savez pas quoi faire exactement. Il y a plein de choses. Bien sûr, là, je parle des choses essentielles. Moi, je n'ai pas parlé des jeunes et des besoins de jeunes qui veulent travailler sur ordinateur, les étudiants qui veulent faire leurs recherches sur Internet. Mais même si ça, bien sûr, c'est de luxe pour nous de faire, par exemple, des jeux informatiques. C'est une grande chose. Parce qu'on n'avons pas d'électricité. Alors, quand il y a d'électricité, on n'a même pas le temps pour jouer sur l'ordinateur, par exemple, pour les enfants, ou pour faire un chatting ou, par les jeunes, par exemple. Et ça, on le dit, ça c'est de luxe. Et on n'a pas le droit de faire ça. On cherche seulement l'électricité pour avoir la lumière. Seulement pour avoir la lumière, seulement pour faire bien de prendre soin de nos enfants. Seulement pour ne pas qu'un enfant postule parce qu'il ne voit pas qu'il y a une chose devant lui, parce qu'il ne voit pas, parce qu'il n'y a pas d'électricité. Il y a plein d'autres choses. Par exemple, la cuisine. Moi, par exemple, je suis une femme travailleuse qui est obligée de préparer la cuisine la veille, le soir,
pour préparer le lendemain. Mais moi, bien sûr, vous pouvez imaginer s'il n'y a pas de lumière, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut mettre le sucre à la place de sol et comme ça. Alors, j'ai beaucoup de difficultés à faire des choses quotidiennes de ma vie. Sans oublier, bien sûr, les retrouvailles et les réunions familiales. Par exemple, nous, comme Gazaouis, malheureusement, maintenant, on fait des blancs. Par exemple, j'appelle mon ami pour dire, est-ce que vous avez d'électricité? J'ai envie de vous rendre visite aujourd'hui, par exemple. S'il y a d'électricité, s'il n'y a pas d'électricité, je ne peux pas y aller parce que c'est très difficile de rencontrer des gens et de parler avec les gens où il n'y a pas d'électricité. Si, par exemple, moi, j'ai de l'électricité dans ma maison, vous pouvez pas imaginer, j'ai pensé à 1000 choses, de faire 1000 choses dans le même seconde pour ne pas rater l'électricité. Je vais allumer la machine à laver, allumer la télévision pour mon fils, travailler dans la cuisine, faire chauffer l'eau pour la salle de bain, faire de l'eau froide dans le réfrigérateur. Alors j'ai plein de choses à faire quand il y a d'électricité. Il y a une amie de moi, on a d'habitude de se voir chaque jour. Elle est ma voisine. Il y a un jour, elle n'est pas sortie pour me voir. Je lui ai posé la question, mais pourquoi? Elle m'a dit, mais tu es folle ou quoi? J'ai de l'électricité chez moi, alors pourquoi je vais laisser l'électricité pour tout voir? Alors ça, vous pouvez imaginer à quel point on est arrivé, à quel point ici, de chercher seulement l'électricité, et c'est pas normal pour moi, parce que nous, dans la vie, il y a plein de choses à y penser, pas seulement l'électricité. Bien sûr, il y a beaucoup de points à parler pour l'électricité. Et par exemple, le problème de l'eau, qui est très attaché à l'électricité, parce que comme vous savez, pour avoir de l'eau, il faut avoir un générateur pour faire monter l'eau, surtout pour les étages hauts, par exemple. Alors là, on a toujours un problème parce que quand il y a d'eau, il n'y a pas d'électricité. Et le générateur, vous savez, bien sûr, que le générateur est très dangereux dans l'environnement. Et fait beaucoup de pollution, par exemple, sans oublier le bruit. Ça fait beaucoup de bruit, le générateur. Alors, mais les Palestiniens, ils n'ont pas d'autre choix. Ils veulent se débrouiller pour avoir de l'électricité. Par exemple, quand votre enfant vous demande est-ce que je peux allumer la télévision, maman, pour voir les bandes dessinées? Et là, quand il n'y a pas d'électricité, qu'est-ce que vous allez dire? Et là, je m'adresse pour toutes les mères de le monde entier, du juste. Un enfant qui vous dit qu'il veut regarder la télévision, qu'il veut voir les bandes dessinées. J'étais obligée, à ce moment-là, de lui dire qu'on va faire une autre activité pour qu'il ne pense pas beaucoup à ce problème. Moi, je ne voulais pas que mon enfant de 12 ans, ça veut dire rendre compte de ce problème. Mais franchement, j'ai échoué parce que lui, il a remarqué, par exemple, qu'il y a des fois, il y a de lumière et d'autres fois, il n'y a pas. Alors, c'est lui qui a remarqué que parfois, il y a de lumière. Alors, il a dit, voilà, maman, il y a de lumière. Et des fois, il voit qu'il n'y a pas d'électricité. Alors, pourquoi un enfant d'être si conscient d'un problème pareil, d'un besoin
j'ai pas dit qu'il a besoin d'un appareil photo ou d'un smartphone, par exemple, ou d'un iPad. Non, j'ai dit qu'il a besoin de regarder la télévision, comme tous les enfants du monde. Mais il ne peut pas, à cause de l'électricité. Et là, je voudrais bien m'adresser aux gens, aux Israéliens qui ont une bonne volonté. Ils comprennent très, très, très bien la situation à Gaza. Ils sont avec la cause palestinienne. Et ils savent bien que l'État d'Israël n'a pas le droit de faire tout ça et tous ces massacres et tous ces carnages contre les Gazaouis, parce qu'ils savent très, très bien, comme plusieurs Palestiniens ici, qu'il y a une partie des Israéliens qui sont tout à fait contre les massacres et contre toutes les actions de violence commises par l'armée israélienne. La preuve qu'il y a une grande partie des filles, par exemple, qui ont révisé de signer la demande d'adhérer dans l'armée israélienne, par exemple. Ils ont révisé ça parce qu'ils ne peuvent pas contribuer à ces massacres et à cette guerre contre les Gazaouis, parce qu'ils savent bien que les Gazaouis sont des civils. Alors ils sont tous et ils sont contre ça. Mais le problème, c'est qu'ils ne parlent pas. Ils se taisent et je ne sais pas pourquoi. À mon avis, c'est un genre de complicité avec le gouvernement, d'être silencieux. À mon avis, si vous revisez une chose, si vous n'êtes pas d'accord sur une chose, c'est votre droit de dire non. Arrêtez tout ça. Et je suis tout à fait convaincue que le peuple peut changer, peut faire un changement. Alors pourquoi le peuple d'Israël ne peut pas dire à son gouvernement, arrêtez de tuer les enfants de Gaza, parce que nous, on a des enfants. Les Israéliens, ils ont des enfants. Et ils connaissent bien comment elles nous chèrent, nos enfants. Alors, tout simplement, un message de paix et de tolérance qu'ils doivent envoyer au gouvernement israélien. Ok, monsieur Nicolas. Je vous laisse en famille. Beaucoup. Prenez soin de vous. À très bientôt, Nariman. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci.